Voilà, je te laisse la parole. Merci. Eh ben, merci beaucoup d'être là déjà. Ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui et de vous parler d'un sujet qui me passionne. Donc, c'est pas tellement une expertise que juste de l'amour que j'ai pour ce thème, de la poésie lesbienne engagée. Je vais pas faire un truc dissertation, conférence et tout, c'est vraiment une présentation. Donc, s'il y a des trucs qui paraissent bizarres ou incompréhensibles quand je l'ai dit, faut pas hésiter à me le signaler tout de suite et qu'on en parle. Même si pour les questions, contestations, envie d'aller plus loin, on peut garder ça pour après. Mais en tout cas, s'il y a un truc que vous comprenez pas, faut pas hésiter à le dire tout de suite parce que le but, c'est quand même que ça soit intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est la poésie lesbienne engagée et qu'est-ce que ça nous apprend? Bah, moi, je vais proposer une petite, comment dire, un petit résumé de la démarche que j'observe se répéter chez plusieurs poètes lesbiennes. Et la première chose qui me paraît sauter aux yeux, la première étape qui est faite, c'est celle de la rupture avec les projections que d'autres ont sur nous. On va commencer, avant même de se mettre à écrire ou à parler, par dire je suis moi. Et surtout, je ne suis pas ce que vous projetez sur moi, c'est-à-dire je ne suis pas définie en fonction de vous. Et je vais vous donner un premier exemple avec la poétesse Joëlle Sambi. Alors j'espère que je prononce bien son nom de famille, mais voilà, si on peut me corriger, n'hésitez pas. C'est une militante LGBT+, de la diaspora congolaise, elle est belgo-congolaise, et elle est aussi lesbienne. Et dans ses poèmes, que vous retrouverez dans, par exemple, ce recueil qui s'appelle Caillasse, elle chronique le militantisme qu'elle connaît, le militantisme antiraciste, le militantisme queer, le militantisme urbain. Et c'est assez fort parce qu'elle met en poésie justement les violences policières, le racisme ordinaire, le harcèlement de rue que subissent les personnes LGBT, et aussi bah, la joie, l'exubérance qu'on a les lendemains de manif, par exemple, l'intensité du désir lesbien et les désillusions face aux injustices. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle cultive un mélange de anglais, français et lingala, qui est une des langues parlées en République démocratique du Congo, dans ses textes. C'est une poétesse qui est très engagée, et donc bah, chacun de ses textes envoie, on peut dire. Et donc par exemple dans celui-là, qui s'appelle Poétesse, elle dit: nous ne sommes d'aucun gang, aucun crew, aucun nous, nous sommes famille licorne, poétesse. On ne nous la fait pas. Nous ne sommes pas des femmes, pas des filles d'immigrés. Nous ne sommes d'aucune génération. Nous ne sommes pas vos quotas diversité. Nous ne sommes pas vos copines noires et brunes. Nous ne sommes pas celles que vous violez, exotisez, insultez, désirez, haïssez, frappez, rejetez. Poétesse, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien et ce rien peuplera vos rêves hantés. Alors là, c'est juste un extrait du poème qui est un peu plus long quand même. Et ce qui me marque quand même, c'est qu'à la première lecture, quand quelqu'un me dit, si quelqu'un me dit je ne suis rien, j'aurais tendance à croire que c'est plutôt négatif, que la personne, elle se sent nulle, déshumanisée, invisible. Mais là, en fait, elle s'adresse à quelqu'un en particulier. Dans ce poème, elle s'adresse à un système, c'est-à-dire nous ne sommes rien pour toi le patriarcat, nous ne sommes rien pour toi le colonialisme, nous ne sommes rien pour toi le mépris de classe, etc., etc. Nous ne sommes rien pour vous, finalement, qui nous mettez dans des cases, qui nous contraignez dans des définitions qui ne sont pas nous-mêmes. Et donc, le premier pas, c'est vraiment de dire, OK, qui suis-je indépendamment de ce que vous voulez projeter sur moi? Et ça, c'est assez typiquement quand même une démarche lesbienne, sans faire un énorme truc sur la pensée straight de Monique Wittig, c'est quand même un peu cette idée aussi que les femmes dans une société hétérosexuelle sont définies comme l'autre par rapport aux hommes, qui sont la norme. Et là, de même, les personnes qui ne sont pas blanches sont définies justement parce qu'elles sont l'autre par rapport à une norme qui est d'être blanc ou blanche. Et donc ici, assez paradoxalement, n'être rien pour le patriarcat, pour les dominants, et ben paradoxalement, c'est la condition à laquelle on peut exister. C'est aussi un dilemme qu'a eu Audre Lorde, dont je vais vous parler assez souvent aujourd'hui.
parce qu'elle est très, très importante dans ce domaine de la poésie lesbienne et qui est très connue parce que, elle était, à la fois, lesbienne, mariée avec un homme lesbienne, noire, mariée avec un homme blanc. Elle avait des enfants, et donc elle a eu enfin, c'était un mariage où elle s'est mariée avec un homme gay pour avoir des enfants et tout ça. Et elle disait, voilà, en tant que femme noire, lesbienne, on me demande de choisir qu'est-ce qui est prioritaire, d'abord les droits des femmes ou d'abord les droits des noirs. Et elle a toute sa vie dû expliquer que ce n'est pas possible de diviser qui elle est et de choisir quelque chose qu'il faudra sauver, quelque chose qu'il faudra libérer, et d'autres parties que ben, on laisse oppresser sans problème. En fait, c'est impossible de vivre quand on a une identité complexe comme ça, une identité à l'intersection de plein de choses différentes, dans le regard des autres, parce que nous ne devons pas exister dans le regard des autres. Donc ne plus se définir dans le regard de l'autre, c'est un enjeu maintenant de survie. Et se définir par soi-même et pour soi-même est un désir vital. Pour ça, je pense que savoir utiliser les mots pour se raconter, pour se dire et pour donner du sens à son expérience, ça peut être très utile. Alors, voilà, juste une petite citation d'Audre Lorde pour montrer un peu d'où je tire ça. Vers la fin, elle dit: Ma poésie, ma vie, mon travail, mes forces de lutte n'étaient pas acceptables à moins que je prétende correspondre à une norme faite par quelqu'un d'autre. J'ai appris que non seulement je ne pouvais pas gagner à ce jeu, mais qu'en plus l'énergie que je dépenserais dans cette mascarade serait gaspillée. Or, j'avais des bébés à élever et des étudiants à enseigner. Là, c'est très intéressant, c'est en gros, j'ai mieux à faire que de me plier en 40 000 pour rentrer dans les boîtes. Et ça, c'est le premier pas d'une démarche poétique lesbienne. Le deuxième pas va être d'ouvrir la porte à toutes sortes d'émotions, de sentiments, de ressentis. En gros, pour capter un maximum d'informations qui vont pouvoir ensuite donner de la poésie. Et pour parler de ça, je me base principalement sur Audre Lorde. Alors, cette fois-ci, quand même, je prends le temps de vous la présenter. C'est une poète et une essayiste lesbienne, noire américaine, qui a vécu aux États-Unis, qui est née en 1934 et morte à 58 ans, en 1992. Elle a beaucoup milité pour les droits civiques des Noirs américains et des Noires américaines. Elle a aussi beaucoup milité pour créer des ponts avec les féministes blanches, tout en ayant des boundaries claires, dans le sens où le but, c'est pas je me replie en 40 000 pour pouvoir rentrer dans vos cases, mais au contraire, j'essaye d'avoir une conversation d'égal à égal, d'adulte à adulte avec vous. Et elle a aussi milité pour une définition fluide des espaces en mixité. Alors, c'était pas du tout le même contexte que maintenant, il n'y avait pas notion d'intersectionnalité à l'époque. Euh, mais par exemple, elle a écrit un discours. Une fois, elle était invitée dans une conférence et en gros, son discours, elle l'a fait sur en gros, je suis pas du tout contente parce qu'on m'a interdit de venir ici avec mon fils qui a genre 6 ans et qui n'est pas un homme oppresseur. Et j'aimerais bien qu'il puisse, au contraire, découvrir le féminisme et être inclus là-dedans, dans le monde qu'on veut construire pour le futur. Donc voilà, c'est très courageux de faire ça. Et voilà, c'est sa position sur ce sujet. Et elle aussi, un peu comme Joël Sambi, elle a beaucoup parlé des violences policières, peut-être parce que c'est un sujet qui s'est imposé à elle dans sa vie. Elle a dû écrire beaucoup d'éloges funèbres pour des personnes noires, y compris des enfants. Elle a aussi beaucoup écrit de poèmes sur l'amour, son amour pour les femmes, sur la sensualité et sur les injustices raciales. Donc on sent déjà une pensée politique quand même derrière tout ça. L'idée, c'est pas de dire oh regardez les beaux paysages, et si on faisait des poèmes sur les papillons et sur les fleurs, même si ça encore, ça peut aussi être politique. Alors aujourd'hui, le poème que je vous propose d'elle, il est tout simple et il est à l'écran. Il s'appelle Maintenant. Le pouvoir des femmes est le pouvoir noir, est le pouvoir humain, est de toujours sentir mon cœur qui bat quand mes yeux s'ouvrent, quand mes mains bougent, quand ma bouche parle. Je suis. Es-tu prête? Alors, déjà, la toute première partie du poème, on a une sorte d'équivalence.
Le pouvoir des femmes, c'est le même que celui des Noirs, qui est le même que celui de l'ensemble des humains. C'est un peu comme la phrase love is love, c'est-à-dire bon bah l'amour c'est l'amour, on va pas commencer à dire un amour vaut plus qu'un autre, non, il y a une équivalence. Et ben là c'est un peu la même chose qu'elle fait et que moi j'interprète comme une manière de dire qu'il n'y a pas de libération des uns et des unes sans libération des autres. Et donc par exemple la libération des femmes est une libération de l'ensemble des humains. Et la libération des personnes noires est une libération aussi pour les femmes, etc. Et on peut faire comme ça dans tous les sens des équivalences. Et c'est particulièrement important, comme je l'ai dit avant, pour Audre Lorde, dans sa situation où elle est à la fois femme féministe, mais qu'elle va dans des espaces féministes avec des femmes blanches, qui, par exemple, de manière tout à fait anodine, vont commencer à dire du mal et en gros dire que les femmes qu'elles emploient pour se libérer du temps pour faire du militantisme sont problématiques. Et en fait, il s'avère que ces femmes-là ne sont pas blanches. Et donc voilà, elle se retrouve, elle, à côtoyer des femmes blanches qui ben, ne mesurent pas en fait la violence raciste qu'elle lui cause. Du fait de son identité, justement, Audre Lorde est souvent présentée comme une pionnière de l'intersectionnalité. Et comme je disais, vraiment, le but pour elle, c'est de ne pas hiérarchiser. Donc c'est un peu quelque chose qu'on retrouve, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve cette première partie du poème. Mais ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est de savoir, mais c'est quoi ce pouvoir dont il est question? De savoir que c'est le même, de savoir qu'il va dans le même sens, c'est super intéressant, mais globalement, ça ne nous permet pas d'avancer. Donc, il est où ce pouvoir-là et où on va le chercher? Et pour moi, la réponse à cette question, elle est dans la deuxième partie du poème, qui est de toujours sentir son cœur battre. En quoi ça, c'est un pouvoir? Elle l'explique dans un essai qui s'appelle La poésie n'est pas un luxe, qui va bien dans notre thème d'aujourd'hui, et qui dit que dans des yeux blancs européens, on a tendance à considérer que vivre, c'est une sorte de problème à résoudre. Et que ce qui est important, c'est d'avoir un raisonnement bien logique, bien cartésien, et par la pensée et l'effort de la réflexion, de trouver une sorte de solution à ce problème qui est la vie. Et que si on sort de ce cadre-là, donc on a plutôt un regard non européen ou non blanc, on voit l'existence plutôt comme une expérience à vivre. Et dans ce cas-là, on apprend à chérir chaque chose qui se passe, et notamment nos émotions, à les respecter, et à les respecter selon elle comme des sources cachées de pouvoir, d'où jaillit la connaissance véritable, celle qui donne naissance à des actions durables. Une phrase un tout petit peu longue, mais en gros, c'est ce qu'on va dépioter pendant tout le reste du temps. Le contact avec nos émotions va nous permettre de ressentir les choses telles qu'elles sont. On n'est pas dans une sorte de système où, pour survivre, en gros, il faut être le plus détaché possible. Euh, voilà, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Mais une fois qu'on est en contact avec soi-même, en fait, on ne peut plus se mentir à soi-même. Et c'est ça le début. Donc on a deux approches, qu'elle dit européenne et non européenne, et elle croit que les femmes ont la possibilité de fusionner ces deux approches-là, la pensée, la réflexion, la logique, et les émotions, dans la poésie. C'est-à-dire que la poésie, c'est le moment où on fait la synthèse et où on arrête de dire il y a les gens qui pensent rationnellement et les gens qui sont juste très sentimentaux, et on ramène les deux ensemble. Pour elle, elle dit pour les femmes, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve, d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en action. À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, c'est là le défi, nos émotions ainsi explorées deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Donc l'idée, c'est de s'entraîner à accepter ces émotions, à les vivre, à les connaître, à pouvoir ensuite les mettre en mots. Et puis une fois qu'on a des mots,
on construit des idées, et puis on commence à imaginer un futur qui devient possible. Doucement, comme ça, on arrive vers l'action. Finalement, la poésie va nous permettre d'avoir tout le raisonnement qui va nous permettre d'arriver sur quels sont les changements dont j'ai besoin pour vivre. Et c'est pour ça qu'elle dit que les femmes ont survécu en poète. Je vous donne juste un petit exemple autre que Audre Lorde dans ce domaine, qui est Kate Tempest, qui est un autre de mes poètes favoris, qui est donc un poète londonien, transmasculin, et qui a les pronoms il et elle. Et dans un poème qui est assez récent, qui s'appelle Grace, il dit, alors j'ai résumé encore une fois, quel est mon problème? Je suis toujours ramené à ce combat, dispensé dans le ring de mon esprit qui joue au catch. Je ne peux pas vivre pour le bruit dans ma tête. Mais l'amour m'a dit, si tu mets au monde ce qui est en toi, ce qui est en toi te sauvera. Mais si tu ne mets pas au monde ce qui est en toi, ce que tu ne mets pas au monde te détruira. C'était la grâce. Étourdi par les dernières lumières du soleil, nageant dans une mer verte aussi profonde qu'un tambour, il y a des choses que je dois conserver, que je dois honorer. Il y a des choses que je dois dire sur la plénitude et le flamboiement de cette vie, de cette belle vie. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on ouvre la porte à ressentir ces émotions, il y a des choses qui s'imposent à nous. Des choses qu'on ne peut plus vivre à moitié ou de loin, mais qu'on vit vraiment pleinement. C'est la deuxième étape de la démarche poétique. Dire je et ressentir. Mais quand même, dans cet extrait, dans cet essai d'Audre Lorde, où elle dit que la poésie n'est pas un luxe, elle conclut quand même que l'expérience lui a appris qu'il est nécessaire d'agir ici et maintenant, toujours, donc sans exception. Si nous voulons que celles et ceux qui nous succèdent dans ce monde changent les choses, encore faut-il, et c'est elle qui le dit, hein, que nous leur permettions de vivre assez longtemps pour devenir adultes. Et c'est ça qui m'amène à la troisième étape du cheminement poétique que je vois chez beaucoup d'autrices lesbiennes, qui est l'action. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on voit souvent la poésie comme un truc un peu scolaire ou très très bourgeois, qui du coup ou alors très amoureux. Mais globalement, à part dire des jolies choses, le but c'est pas d'agir. Et surtout, la poésie ne change rien directement, quoi. Et j'ai voulu vous donner un exemple, et même plusieurs exemples, de comment la poésie en elle-même, ou les poèmes en eux-mêmes, agissent dans le monde. Alors, bon, ça fait très très tarte à la crème. Et moi-même, je n'aime pas du tout quand, pour parler d'action militante, d'activisme, etc., comment dire, on se satisfait uniquement de résistance anti-nazie, comme si c'était le seul activisme légitime et le seul héroïsme qui ait jamais existé dans l'histoire. Mais néanmoins, c'est quand même une histoire lesbienne vraiment excellente. Donc, je commence par ce passage historique-là de comment on a pu utiliser, ces personnes ont utilisé la poésie pour faire de la résistance. Comme vous voyez, c'est ici Claude Cahun et Marcel Moore. Claude Cahun, c'est la personne qui a les cheveux courts et les lunettes de soleil et un super style à la plage. Et donc Marcel Moore, c'est la personne avec la robe. Alors Claude Cahun, c'est quelqu'un qui est né en 1894 et qui est morte juste après enfin, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Et Marcel Moore est né un peu avant sa compagne et est morte, elle, beaucoup plus tard, en 1972. Alors c'est un couple. Déjà, première chose, ça leur a beaucoup servi dans leur vie qu'on pense qu'elles étaient sœurs. Elles se sont rencontrées très tôt dans leur jeunesse, vers, je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça, et en fait, ensuite, elles se sont plus quittées. Elles ont ensemble une œuvre artistique. Elles étaient dans les précurseuses du surréalisme. Et je pense que c'est important qu'on s'arrête sur ce surréalisme parce que
permet aussi d'approfondir comment sortir des catégories et des critères habituels de poésie. Parce que le surréalisme, justement, veut sortir du domaine de la raison, de l'ordre des catégories, des raisonnements bien logiques, et aussi veut sortir de ce besoin d'avoir un objectif de production. Donc, par exemple, l'esthétique n'est pas forcément un critère très important dans le surréalisme, ou du moins pas l'esthétique habituelle, quoi. L'idée dans le surréalisme, c'est plutôt de fonctionner par association d'idées. Donc, du coup, par exemple, on fait des collages de plein de photos différentes ou des trucs comme ça. Et on compte sur l'inconscient pour guider la pensée. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau, de très transgressif à ce moment-là. Et pour finir de les présenter, Claude Cahin, donc la personne avec les cheveux courts, était poète, et Marcel Moore était dessinatrice, et ensemble, elles faisaient beaucoup de photos. Et elles sont très très connues pour leurs photos, donc si jamais à un moment vous voulez les voir, n'hésitez pas. Alors pourquoi je parle maintenant d'elles par rapport à la poésie qui sert à agir et même à transformer la réalité pour plus de justice? Elles sont parties en 1938, donc la Seconde Guerre mondiale avait déjà commencé, sur l'île anglo-normande de Jersey. Jersey, je ne sais pas comment on peut dire. Et cette île était occupée par des soldats nazis. Et Claude Cahin, très rapidement, en fait, a commencé à créer des tracts de propagande anti-nazie, et à les distribuer un peu partout. Et Marcel Moore, qui s'inquiétait pour son amoureuse, voulait tout le temps y aller avec elle, non pas en faisant de la résistance et tout, mais juste pour vérifier qu'elle n'était pas en train de se mettre trop dans des gros problèmes. Et en fait, au final, elles ont commencé à le faire ensemble et à vraiment créer leur tract ensemble, imprimer leur tract ensemble, enfin voilà, de manière extrêmement discrète, mais aussi massive. C'était des tracts qu'elle mettait sur les vitrines des magasins, sur les pare-brises des voitures, enfin vraiment partout. Si bien que les Allemands étaient persuadés qu'il s'agissait d'un réseau de résistants au masculin, et que le jour où elles ont été dénoncées et mises en procès, ils ne les croyaient pas quand elles disaient que c'était elles qui l'avaient fait. Et donc, j'en viens finalement à ce poème, parce qu'effectivement, du coup, elles ont utilisé toute leur culture poétique pour faire ça. Et donc, par exemple, là, elles se font passer pour un soldat allemand qui serait désespéré, qui serait complètement mutin, en train de dire non, mais en fait, cette guerre, c'est n'importe quoi, et qui distribuerait donc ce petit papier avec d'autres sur toute l'île. Leur objectif, c'est de démoraliser les soldats en pensant que oui, c'est vrai, regarde, mon camarade, lui, pense ça, ben, moi, je le pense aussi, pour inciter une rébellion dans les troupes nazies. Alors, que dit ce texte? Ma traduction, disons, comment dire, artisanale, c'est je crois que les vagues engloutissent à la fin le batelier et le bateau, et c'est avec son rugissement ce qu'Adolf Hitler a fait. Et donc ici, s'il y a des personnes qui s'y connaissent beaucoup en littérature allemande, les personnes auront peut-être reconnu le poème Die Lorelei, qui est un poème super connu en Allemagne, c'est-à-dire que vraiment tous les écoliers l'ont appris, c'est même chanté, enfin voilà, c'est un truc qui fait partie de la vie courante, tout le monde le connaît ce poème. Et c'est un poème qui raconte l'histoire de la Lorelei, qui est un grand rocher situé au bord du Rhin, où il y a des naufrages à peu près tout le temps. Et on dit que donc ce rocher, la Lorelei, c'est en fait une nymphe qui attire les navigateurs par son chant jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc un peu comme des sirènes, quoi. Et ce poème-là, il inspire vraiment beaucoup de mélancolie. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais en gros, il dit la Lorelei, donc ce rocher, assise, est la plus belle des jeunes filles. C'est une merveille. Sa parure d'or étincelle, sa chevelure est magnifique. Le batelier sur son esquif est saisi de vive douleur. Il ne regarde pas le récif. Il a les yeux vers les hauteurs. Et la vague engloutit bientôt le batelier et son bateau. C'est ce qu'a fait au soir couchant la Lorelei avec son chant. Donc en fait, elles ont repris ce dernier paragraphe-là du poème que tout le monde connaît. Elles l'ont hacké de l'intérieur et elles ont remplacé la Lorelei avec Adolf Hitler. Ici, du coup, on a un parallèle qui est évident pour les lecteurs de l'époque entre la Lorelei qui mystifie les marins avec son chant et sa beauté, et de l'autre côté, Adolf Hitler qui les fascine avec sa grandeur et son hurlement.
Et à la fin, le résultat est le même, et il est écrit d'avance, et c'est ça qui peut un peu inciter la peur et la tristesse, et même la rébellion chez les soldats. Celui qui passe par là meurt avec tout ce qui lui appartient, englouti dans le Rhin. Donc ce petit papier-là, qui semble un peu minime, en fait, il utilise la culture poétique des gens pour les questionner sur la séduction dont ils font éventuellement l'objet, et sur le danger dans lequel ils se trouvent peut-être, mais aussi sur l'aveuglement qui est le leur, alors que, bah, comme je disais, l'histoire, elle est écrite d'avance, ils l'ont apprise à l'école, ils savent comment ça se passe à la fin. Comme je vous ai dit, je ne veux pas m'arrêter non plus sur waouh, regardez, il y a des lesbiennes qui ont été résistantes face au nazisme. Il y a énormément d'actions à mener encore aujourd'hui et qui sont légitimes et qui ont de la valeur. Et alors, je suis désolée, je reviens sur Audre Lorde, qui est quand même plus contemporaine. Pour elle, la poésie, c'est en soi un acte. C'est en soi déjà agir sur le monde, parce qu'on a le courage dans la poésie de dire des vérités qui nous habitent. Un peu comme ce que disait Kate Tempest avant. Si tu ne le dis pas, ça va te détruire, et si tu le dis, c'est là que tu vas vivre. Ces réflexions-là, elles sont venues à Audre Lorde à un moment très spécifique de sa vie, qui est, en fait, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein à un moment. Et pendant les quelques jours où elle avait fait les examens et elle savait pas trop encore à quoi s'en tenir et qu'elle savait pas si elle allait pouvoir vivre encore un peu ou pas, et ben elle a pris conscience qu'elle allait mourir. Donc déjà, gros choc. Et en plus, elle a pris conscience qu'elle allait mourir, qu'elle allait oser parler ou pas. Elle s'est rendue compte que le silence qui serait imposé par la mort était en fait beaucoup plus important, enfin, lui faisait, pardon, relativiser l'utilité du silence qu'elle choisissait pendant la vie pour se protéger. Et c'est là qu'elle écrit quelque chose qui est très très célèbre et que vous avez peut-être déjà vu sur des, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou sur des panneaux de manif. Elle écrit: J'allais mourir tôt ou tard, que j'ai pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégée, votre silence ne vous protégera pas non plus. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Et surtout, dans la vie, garder le silence, c'est parfois se trahir. C'est compter sur d'autres pour dire ce qui est important pour nous. Et c'est respecter la peur, parfois, encore plus que notre propre vie. Et cette peur, elle est là et elle est légitime. C'est la peur d'être mal compris ou mal comprise, c'est la peur du mépris, de la censure, du jugement, la peur d'être vue et la peur, du coup, d'être détruit ou détruite. Pour elle, on a peur de la visibilité sans laquelle on ne peut pas vivre, ce qui est évidemment un peu le serpent qui se mord la queue. Pour elle, et ça c'est vraiment quelque chose, moi quand je l'ai lu la première fois dans ses essais, j'ai fait une pause de plusieurs jours. Elle écrit que les femmes noires, donc elle dit pas les femmes noires, mais elle dit oui, donc nous n'étions pas censés survivre, du moins pas en tant qu'être humain. Et elle dit, et vous aussi, donc sous-entendu les gens qui sont dans la salle et qui l'écoutent faire son discours, hein, vous non plus, vous n'étiez pas censés survivre, très probablement. Pour une citation plus claire, elle dit: Le système essaiera de vous réduire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans notre coin, muettes, comme des tombes. Mais nous n'en aurons pas moins peur. Et c'est pour ça, pour elle, que il faut en parler. À un moment, il faut parler, y compris des choses tristes, des choses négatives, des choses vraiment horribles, de ces violences qui sont commises sur des enfants, sur des femmes, sur des personnes noires et sur des personnes queer. Rien de tout cela ne se fait sans peur, mais en fait, la peur, on la ressent aussi dans le silence. Donc en fait, elle est là. Et je trouve ça très très beau, c'est-à-dire qu'elle donne un conseil que je trouve moi très pratique, qui est qu'on a appris à travailler et on a appris à parler, à s'exprimer quand on est fatigué. C'est un truc que voilà, on a appris depuis l'école globalement. Même quand on est fatigué, on arrive à le faire. Et de la même manière, on peut apprendre à travailler et on peut apprendre à parler quand on a peur.
Elle conclut en disant: à force d'attendre en silence le moment privilégié où la peur ne serait plus, au conditionnel, hein, parce qu'on ne sait même pas si ça va venir à un moment, le poids du silence finira par nous écraser. Donc voilà pourquoi, ici, la parole, le poème est déjà un acte qui transforme le monde parce qu'il brave la honte, il brave la peur, il brave le silence. Et elle nous invite, et je pense qu'elle, je vais pas dire elle vous invite parce que ça serait quand même un peu extrapolé, mais en tout cas, les mots qu'elle nous adresse sont ceux-là. Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez de faire vôtre jusqu'à vous rendre malade à en crever? Et en silence encore. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi. Une poète guerrière noire qui fait son boulot, venue vous demander, et vous, est-ce que vous faites le vôtre? On pourrait s'arrêter là, mais j'ai quand même un dernier point à évoquer. C'est que ces réflexions, moi, je les trouve saisissantes, enfin, ça donne un courage fou. Et en même temps, on se demande, mais il est où l'amour? C'est où les poèmes qu'on connaissait de d'habitude, les jolis poèmes d'amour, là, qui faisaient du bien, qui faisaient plaisir Et du coup, j'ai envie de faire le lien entre l'action qui est évoquée ici, le passage à l'action, et le fait d'aimer, qui pour moi est un choix, est une décision, et donc aussi un acte. Et donc le dernier mouvement, disons la dernière étape de la création poétique chez ces lesbiennes-là, on a eu rompre avec les définitions que les autres ont de nous et se définir par soi-même, dire je, ressentir, accepter ses émotions et les respecter et les traiter aussi comme une richesse, quelque chose à explorer et à utiliser, agir et ultimement, l'action ultime, disons, aimer. Pour ça, pour parler de ça, j'ai une dernière poétesse à vous présenter qui s'appelle Nathalie Diaz et qui est une poétesse qui est aux États-Unis et qui est d'une communauté aborigène. Vous savez peut-être mieux dire que moi, mais Mojave en français si je prononce super mal, mais j'imagine que c'est plutôt Moyavi ou quelque chose comme ça. Voilà, je suis désolée. Elle a 45 ans, c'est une ancienne basketteuse professionnelle et elle est éducatrice. Et alors, dans son super livre qui s'appelle Post-Colonial Love Poem, que j'adore, donc poème d'amour post-colonial, elle a un poème qui s'appelle Like Church. Et dans ce poème-là, elle décrit justement son amante qui se glisse, qui rentre dans sa chambre par la fenêtre, et elle commence à avoir des réflexions sur comment les aborigènes ou les indigènes font l'amour. Parce qu'en fait, justement, elle évoque le fait que même la manière dont ils ont des relations sexuelles, même toute leur intimité est codifiée par le regard de l'extérieur. Ils disent ça, ils disent qu'on fait ça, etc. Et donc elle dit, ils pensent que les indigènes baisent mieux quand on est triste. Et vous demandez, qui sont-ils? Même si vous le savez. Vous voulez que je donne des noms? Merde, on nous a donné leur nom. Vous pensez que mon créateur avait déjà entendu parler du mot Nathalie? Ah, quand il m'a créé, il m'a appelé serpent, puis a promis que la vie après la mort serait inversée, le sud tourné vers le nord, rempli de pastèques étroites. On y cueille un melon et un autre pousse à sa place. Oui, notre Créateur dit royaume et nous venons. Rappelle-le à nos amis. On baise comme on fait l'Église, mieux. Et pleine de Dieu, de joie, de péché et de délicieux gâteaux indigènes. Et quand ils me demandent qu'est-ce qu'il y a dans les yeux de ton amour, je leur dis des pastèques sauvages, rayées vert sur vert. Elle et moi, nous mangeons la pastèque, en commençant par son cœur épais et sucré. On tient les grains dans nos bouches comme de nouveaux yeux, et on attend qu'ils s'ouvrent et nous voient en premier.
Alors, je sais pas si en première lecture, comme ça, il y a des choses qui sont... C'est compréhensible ou pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis encore en train de décoder ce poème, clairement. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui est assez évident, et qui est que c'est un poème extrêmement érotique. Et surtout que là, j'ai fait une traduction vraiment maison, voilà, mais ça ne rend pas vraiment. C'est pour ça que je vais juste vous dire en anglais, juste les passages le plus évidents. Elle dit Yes, our creator says kingdom, and we come. Remind our friends, we fuck like we church. Best. Je sais pas, moi je trouve que c'est. Je pense que ça ne vaut pas de l'après. Voilà, c'est ça. Il y a ce double sens donc que notre créateur dit royaume et nous venons, donc c'est-à-dire notre nom c'est royaume, nous sommes le royaume, il y a déjà ce premier sens. Et bien sûr, il y a nous venons, qui est quand même une évocation de l'orgasme. Et donc, elle compare, ça c'est assez puissant et assez transgressif, mais aussi une manière de représenter l'existence des personnes queer et croyantes, l'intimité sexuelle et la communauté religieuse. Et elle dit, enfin en tout cas, elle implique, dans ce que je comprends, que les personnes queer le font très très bien, pour ne pas dire mieux que d'autres. Voilà, encore une fois, c'est un poème qui donc change quand même vraiment beaucoup de choses. Là, on est quand même pas du tout dans les catégories, ce qu'on projette sur des personnes qui seraient indigènes ou lesbiennes. Euh, il y a quelque chose de très profond. La personne, elle parle de ce que ça lui fait, que même son intimité soit codifiée de l'extérieur. Et en même temps, eh ben, on amène un point de vue différent. On dit, bah, en fait, ça aussi, ça existe. Et en plus, on le fait en aimant. Alors, bon, peut-être que je garde ça pour après, si jamais vous voulez, mais Audre Lorde a encore dit des trucs très intéressants sur ce sujet, et il y a tout un essai, en fait, qui s'appelle De l'usage de l'érotisme, et l'érotisme comme puissance. Où, en gros, l'idée, c'est que, comme je disais avant, la principale source d'énergie et de sens pour des poèmes, c'est les émotions. Et celle qu'on contrôle le moins, celle qu'on restreint le moins, c'est quand même l'amour. Et donc, évidemment, bah, dans l'érotisme, qui n'est pas forcément sexuel, hein, qui peut être par exemple l'amour qu'on a pour notre travail, il y a quand même une sorte de boussole qui nous dit ah, mais là, je me sens bien, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Et une fois qu'on l'a vraiment ressenti et qu'on est vraiment en contact avec cette émotion érotique, bah, c'est difficile de se mentir à soi-même ou de revenir en arrière, quoi. Mais bon, je vais pas revenir trop là-dessus parce que je pense que je vous ai déjà beaucoup parlé d'Audre Lorde. Et si vous voulez en parler plus, on en parlera après. Donc je vais simplement conclure avec Kate Tempest, toujours mon préféré, dans un poème de 2014, qui est d'ailleurs, je montre juste le livre quand même, parce que ça fait un peu plus rêver qu'un PowerPoint, qui s'appelle Hold Your Own. Il écrit Je n'ai pas écrit depuis longtemps, parce que je préfère te regarder plutôt que de regarder des pages. Mais ce qui serait génial, c'est de faire un poème qui pourrait être à moitié aussi courageux que toi quand tu es nu. J'essaie pendant 1 minute. Ton amour est mon métal, tes baisers mes rivets. Tu es comme l'océan sous la nappe d'une marée noire. J'emmerde le poème. Il y a un lit ici et tu me veux dedans. Pourquoi je finis avec ça? Parce que, à mes yeux, tout ce que je viens de dire là n'est pas possible si à un moment on ne vit pas. Donc il y a quand même un moment où on n'est pas en train d'écrire. Il y a un moment où on est là en train de vivre pleinement ce qui se passe, vivre pleinement nos relations, vivre pleinement la découverte de soi-même, des autres, et évidemment, entre autres, l'amour qui est quand même quelque chose qui est légitimement très très inspirant en poésie et qui rend aussi la poésie lesbienne si belle. Voilà. Merci beaucoup.